Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire. Donc, comment créer sa boîte quand on est salarié, organisé aujourd'hui avec l'APEC Catalyst et aussi la présence de deux chefs d'entreprise qu'on va vous faire découvrir là pendant l'heure qui arrive. Donc, je m'appelle Mathieu, je vais être avec vous pendant 1 heure. Donc, c'est moi qui vais un peu guider les échanges, les débats, les questions. Avant vraiment de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose juste une petite pause, la petite minute technique de l'événement. Donc, vous avez tout simplement en bas à gauche de votre écran un petit picto aide avec un petit point d'interrogation. Donc, si vous avez des soucis de son, de connexion, de vidéo, vous ne voyez pas, ou bien vous avez voilà, des problèmes assez variés, n'hésitez pas à cliquer dessus. Malheureusement, aujourd'hui, on fera que ça sur l'aspect technique. On ne pourra pas vous aider plus. Donc, si vous avez vraiment des soucis, pas de panique. Le webinaire, lui, il est filmé, donc il sera disponible en replay dès la fin de l'heure là qui sera passée, donc à 13h30. Et vous pourrez revisionner si vous voulez le webinaire dans son intégralité. Donc voilà, on s'excuse par avance si vous avez vraiment des soucis techniques. Aujourd'hui, on n'aura pas de, on va dire, de médiateur informatique pour vous aider sur ce champ-là. Autre aspect important de l'outil, alors je vous rassure, essayez pas de trouver votre caméra ou votre micro. C'est un outil sur lequel nous, on ne vous verra pas, on ne vous entendra pas. Par contre, on va pouvoir échanger avec vous à l'écrit. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran des onglets. Donc, un onglet sondage, un onglet questions et un onglet chat. Donc, le premier onglet de chat, c'est tout simplement pour communiquer avec nous à l'écrit de manière assez informelle. Là, je viens de faire un petit coucou à tout le monde. Donc, vous pouvez aller dessus, vous pouvez nous dire bonjour, ce que vous avez envie, nous dire par exemple d'où vous venez, si vous souhaitez nous dire d'où en Bretagne vous êtes connecté. C'est un onglet où vous allez voir, Estelle pourra à la marge intervenir, mais voilà, c'est plutôt un onglet pour vous. Nous, on ne va pas trop se pencher sur cet onglet-là. Par contre, vous avez l'onglet questions qui est juste à côté avec le petit point d'interrogation, où là, ça va vraiment avoir toute son importance dans le sens où c'est là où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, j'invite peut-être à un volontaire à poser une question. Alors, moi, de mémoire, je ne peux pas en poser. Je vais regarder. Ah, si. Bon, j'en pose une vraiment au pif, hein, un truc un peu bateau, juste pour que vous puissiez avoir un exemple. Donc, vous voyez, j'ai posé une question, vous vivez où? Donc, nous, on pourra répondre soit à l'écrit, soit à l'oral. Chose importante aussi sur la partie questions, alors j'espère que vous êtes bien tous dessus. Vous pouvez voter pour les questions. Ça veut dire que vous avez une petite coche juste à côté de la question. Là, pour l'instant, il y a 0 vote sur la mienne, mais si je clique dessus, je peux voter sur cette question-là. Ça va me permettre, moi, de tout simplement aller chercher les questions qui remportent le plus de voix, entre guillemets, celles que vous pensez être les plus importantes. Ça veut dire que si vous n'avez pas forcément de questions précises, mais vous dites, tiens, la question de un tel, elle me plaît bien, vous pouvez voter pour cette question-là. Et nous, on fera en sorte d'y répondre, je vous dis, à l'écrit ou à l'oral. Donc, vous avez vraiment ces deux onglets chat et l'onglet questions. L'onglet sondage, on pourra en faire. Ah on va en tester un, tiens, juste pour tester l'outil. Donc, dans l'onglet sondage, par exemple, je vous demandais d'où vous venez, je vais tout simplement vous demander pourquoi ça ne marche pas. Alors, j'ai un petit souci. On va passer l'onglet sondage. C'est pas grave. Attendez, excusez-moi. Bon, il y a un petit bug. Tant pis pour les sondages. On ne fera pas de sondage aujourd'hui. Donc, l'onglet questions et l'onglet chat, je vous invite vraiment à aller dessus. Donc, je vois que sur l'onglet chat, vous nous avez dit bonjour. C'est très sympa. L'onglet questions, c'est vraiment l'endroit qui vous sera vraiment mis à disposition pour poser des questions à nos invités, donc à Nathalie, à Guylaine, à Aurélie et à Nicolas. Et Estelle, dont j'ai cité le nom, sera elle plutôt en back-office. Vous êtes à peu près, vous allez être 70. Alors aujourd'hui, pour l'instant, vous êtes à peu près une vingtaine de personnes connectées. J'imagine que les gens vont nous rejoindre à mesure. Juste pour rappel, donc l'objectif du webinaire, c'est 1 heure d'échange avec des spécialistes du sujet. Donc, on a 2 structures qui accompagnent les salariés dans le cadre de projets de démission, de reconversion, de création d'entreprise. Elles vont nous expliquer plus en détail à un moment donné sur quel champ elles interviennent exactement. Et nous avons aussi Aurélie et Nicolas, qui sont 2 chefs d'entreprise qui ont été comme vous salariés à un moment donné et qui ont fait le choix de franchir le cap, de sauter le pas, de faire le grand saut, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas qui seront là pour témoigner un peu de leur retour d'expérience et qui pourront, j'imagine, vous apporter pas mal de conseils vraiment plutôt sur du vécu. J'oublie rien. Je pense que non, j'ai fait le tour. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour de table assez rapide et puis après, on pourra démarrer soit avec vos questions. Et puis, je vous rassure, nous, on a déjà préparé ici quelques questions pour donner de l'élan. Je ne sais pas, Nathalie, peut-être? Donc moi, je suis Nathalie Chatriot de l'APEC de Rennes
Et mon rôle à l'APEC, mon titre, c'est consultante en développement professionnel. Donc, c'est de vous accompagner dans l'ensemble des problématiques que vous pouvez avoir, notamment aussi la création d'entreprise, qui est notre sujet aujourd'hui. Guylaine, peut-être, poursuivre. Alors, bonjour. Je fais dans l'ordre. L'apparition sur mon écran. Donc, moi, je m'appelle Guylaine Leja. Je travaille au sein de Catalys. Mon rôle aussi est d'accompagner les salariés sur le développement de leurs compétences et puis de nouveaux projets professionnels, dont, entre autres, un projet de création d'entreprise. Aurélie ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Gary. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans donc, dans le milieu bancaire. Donc, il y a quelques semaines, j'ai franchi le cap, sauter le pas. J'ai créé ma société, donc c'est Quai des projets. Donc, c'est un collectif d'entreprises que je développe au sein du pays de Fougères. Donc, l'idée, moi, c'est de réunir des chefs d'entreprise au sein d'un collectif pour développer des synergies entre eux, pouvoir gagner en efficacité et puis développer leurs affaires. Donc, pour ça, je mets en place aussi des actions pour promouvoir les membres, dont des accompagnements aussi pour les porteurs qui ont des projets de création d'entreprise à Fougères. Voilà. Et Nicolas ? Bonjour, je m'appelle Nicolas Gorin et j'ai créé tout début juin donc un bureau d'études en environnement, après avoir travaillé 17 ans dans le domaine également. Donc voilà, c'est pas un nouveau métier, mais c'est une nouvelle entreprise en tout cas. Voilà. Et Estelle, peut-être pour finir ? Et donc Estelle Michino, donc de la BGE des Côtes d'Armor, l'homologue de Mathieu, mais dans le 22. Et je suis là aujourd'hui pour gérer en fait la partie questions dans le chat. Donc n'hésitez pas. Alors, si vous voulez, on va démarrer la partie de questions-réponses. N'hésitez pas dès maintenant à poser des questions à Nathalie, à Aurélie ou à Ghislaine ou à Nicolas. Moi, je vais être un peu haute voix, en tout cas, pour leur poser. Peut-être avant, si vous n'êtes pas encore trop inspiré, on a préparé quand même quelques questions. Alors, je ne sais pas, il y en a une toute bête, ça peut être c'est quoi l'APEC, c'est quoi Catalys. C'est vrai que c'est deux structures très particulières. Peut-être qu'on a entendu l'APEC, je pense que les gens peuvent connaître, Catalys peut-être un peu moins. Peut-être nous dire, Nathalie et Guylaine, très rapidement, qu'est-ce que c'est ces structures-là, de manière peut-être assez synthétique. Guylaine, peut-être en démarche, ou peu importe. D'accord. Alors, écoutez, donc Catalys. Catalys est un cabinet de ressources humaines pour lequel on travaille sur l'ensemble des éléments que constitue le besoin en ressources humaines. En ce qui nous concerne, on accompagne donc des salariés dans le développement de leurs compétences ou dans une évolution professionnelle au travers du conseil en évolution professionnelle, mais aussi on réalise des bilans de compétences. Et d'autre part, on accompagne dans d'autres dispositifs les demandeurs d'emploi sur la création d'entreprise, mais aussi sur la recherche d'un emploi durable. Voilà. Alors, je m'excuse, on a perdu Nathalie. J'espère que. On a perdu Nathalie. On a perdu Nathalie. C'est pas grave. On va attendre qu'elle revienne pour parler de l'APEC. Après, j'ai peut-être une question plus opérationnelle. C'est est-ce que quand on est salarié, c'est facile de se projeter ou de créer? Alors peut-être Aurélie et Nicolas, un peu nous raconter. Vous avez été salarié. Comment vous avez fait? Peut-être Aurélie? Alors oui, pour se projeter, c'est ça la question. Je pense que ça fait partie on va dire de la carrière, du sens que l'on veut donner à notre carrière, des projets. Donc on peut pas forcément se rendre compte en fait quand on est salarié de ce que c'est une fois qu'on a franchi le cap. Mais je pense que c'est important vraiment. Ça peut passer par un bilan de compétences comme ce que Guylaine propose. Je pense que c'est bien de vraiment faire le tour sur l'impact que ça va avoir sur notre vie professionnelle, sur notre vie personnelle, sur vraiment faire l'ensemble de la question, parce qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas franchi le pas. Enfin, c'est mon avis. Il y a quand même, si je peux parler, il y a quand même, je pense, un petit tour à faire aussi de son réseau, de ses connaissances, des gens qu'on connaît, qui ont déjà eu cette expérience-là de création d'entreprise. Et souvent, ils nous mettent, on va pas dire mettre en garde, parce qu'il s'agit pas du tout de faire peur. Au contraire, ils nous rassurent, en fait. Et puis, mais par contre, ils nous disent, il y a des jalons qu'il faut respecter et faire appel à ces connaissances-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est que quelques personnes, mais c'est des personnes
qui m'ont appuyé, qui m'appuient encore et qui m'ont donné des conseils que je regrette pas d'avoir suivis aujourd'hui, quoi. Et ces conseils-là, si on reste dans le raisonnement, enfin, c'est pas que quand on est salarié, on sait pas penser comme ça, mais en fait, on n'a pas cette idée-là parce qu'on n'a pas l'expérience et puis on n'imagine pas que c'est si important des petits détails. C'est tout bête, hein, par exemple, mais faire appel à un cabinet comptable, enfin, moi, j'y avais pas pensé, quoi. Et en fait, à l'issue du rendez-vous avec mon comptable, je me suis dit, mais pourquoi j'y avais pas pensé? Parce que c'était vraiment essentiel, quoi. Et c'était quoi un peu l'élément déclencheur? Parce que moi, je suis salarié, je me dis, bah, je travaille toute la journée. À quel moment on a ce déclic qui nous fait dire, bah, j'ai envie d'autre chose, Ça, mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément une recherche d'emploi, c'est un projet ouais, professionnel un peu Ouais, différent. c'est un peu personnel, hein. Je crois que chacun a son élément déclencheur. Ça peut se passer au sein enfin, dans son activité professionnelle. On se dit bon, j'ai fait le tour, je m'y retrouve pas, et puis ça peut être aussi quelque chose de plus personnel, se dire bah voilà, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de réussir par moi-même, je veux prendre un risque, quoi. Et enfin moi c'est ça qui m'a fait, enfin c'est la combinaison de ces facteurs-là, quoi, qui m'a fait vraiment ben, sauter le pas et en même temps, enfin c'est grisant, quoi. Il y a une sorte de, je dis souvent, mais j'ai peur, mais en fait, c'est super agréable, quoi, parce que c'est vrai que c'est le grand saut, quoi. et c'est là justement que, pour rebondir ce que dit Nicolas et Aurélie, le conseil en évolution professionnelle, en tout cas, nous, quand on reçoit les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, l'objectif aussi, nous, à terme, c'est de sécuriser les parcours, que ce soit sécurisé pour une formation ou pour la création d'entreprise. Et c'est vrai que on a comme mission, si vous voulez, comment dire, interpeller les personnes sur les compétences qu'ils vont devoir développer à côté des compétences techniques. En général, ils y ont bien pensé. Mais il faut quand même être entrepreneur, c'est un autre métier que d'être salarié. Et c'est vrai que voilà. Donc nous, notre rôle, en tout cas, en tant que conseiller en évolution professionnelle, c'est, je veux dire, d'attirer l'attention et de favoriser la mise en relation telle que Nicolas l'illustre pour aller plus loin avec des partenaires comptables ou autres de toute façon. Voilà. On n'entend pas Mathieu. Je vois tes lèvres bouger. Mais ce que je suis allé chercher Nathalie, donc vous voyez, Désolée, j'ai une panne de batterie. Voilà. elle est pas très loin, c'est dans le bureau à côté. Une panne de. Voilà, j'ai pas ma batterie avec moi. Donc on s'excuse du petit couac technique. Du coup, oui, je me demandais, alors je vous avais posé une question, mais du coup, est-ce que vous avez réussi à travailler tout doucement sur votre projet, tout en conservant votre poste? Comment on articule les deux? En gros, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été très jalonné ou au contraire un peu brouillon au début? Peut-être Nicolas, je vous vois réfléchir. Ouais, au départ, en fait, on hésite, hein, c'est tout simplement ça. On n'est pas sûr parce que moi, l'idée, ça fait longtemps que je l'ai, mais je me dis bon, c'est pas le moment. Et il y a un moment, on se dit allez, faut arrêter d'hésiter et j'y vais, quoi. Et c'est à ce moment-là que, bah, en fait, là, non, c'est assez. Moi, je m'étais fait un petit organigramme, quoi, avec les choses à faire, dans quel ordre, et puis à chaque fois que je réalise quelque chose, je le coche et je le fais encore, hein, je le complète encore, et ça me permet bah, de pas oublier, de faire les choses dans le bon ordre. Et puis donc voilà. Donc après, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les rencontres. À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, elle nous donne un conseil. Il faut pas hésiter enfin, c'est pas forcément très flatteur ce que je dis, mais à se déclarer un peu incompétent. On sait pas faire en fait, donc et dire bah allez, je suis le conseil, j'ai confiance, et puis moi c'est comme ça que j'ai fait. J'espère que ça payera, mais voilà. Et Aurélie? Oui, moi je rejoins ce que dit Nicolas, c'est important de rencontrer du monde, d'échanger sur du projet, parce qu'à chaque fois, on a un petit conseil supplémentaire qui nous fait avancer. Et par rapport à la question d'organisation, je pense que il y a du temps à y passer en fait. Et c'est vrai que quand on est salarié, on a déjà une bonne partie de la semaine qui est prise par notre travail. C'est du temps supplémentaire le soir, le week-end ou pendant ces autres jours de repos qu'il faut consacrer pour bien préparer le projet. Bah, c'est vrai que c'est des heures le soir, à rédiger des statuts, à réfléchir à plein de choses auxquelles on s'attendait pas. Quand on dit ouais, je vais créer mon entreprise, tout de suite on se dit ouais, bah c'est bien, mais en fait non, c'est dur, hein. C'est vrai. Et non, mais c'est vrai qu'en plus que quand on est salarié,
on est à la fois, il faut vraiment cloisonner les deux projets, à la fois travailler et être encore consacré au dernier mois de son poste, alors qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, regarder ses mails, rédiger ses statuts. Ça, c'est compliqué, quoi. Et puis, bon, bah, en fait, il nous reste très peu de temps pour faire tout ça parce qu'il y a la vie de famille, il y a la vie professionnelle, il faut être bien entouré. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Là, Et vous parliez d'entourage, et justement, à partir de quel moment vous êtes dit, bon, bah, là, je suis tout seul dans mon projet, ça devient complexe. Est-ce que vous avez ressenti ce besoin d'aller vous faire accompagner, peu importe par quelle structure, hein, une structure associative, un cabinet comptable, une structure comme l'APEC ou Catalyst? À quel moment vous êtes dit, bah, là, c'est plus gérable? je sais pas trop. Enfin, au moment où, en fait, moi, je ne connaissais pas l'existence de dispositifs démissionnaires et donc c'est au moment où on m'en a parlé que je me suis dit ben voilà, prends rendez-vous avec l'APEC. L'APEC pour moi c'était le seul organisme que je connaissais et qui était capable de m'aider là-dessus. Je découvre au fur et à mesure qu'il y en a d'autres en fait, très bien. Et en fait c'est un ami qui m'a dit mais va voir, qui est lui-même chef d'entreprise mais qui a 10 ans d'ancienneté dans sa pratique et qui m'a dit mais vas-y. C'est tu seras beaucoup plus libre que de te lancer mais sans un accompagnement comme ça. Et je l'ai fait rapidement en fait. Et c'est presque ça qui m'a fait me décider réellement, qui m'a fait concrétiser mon projet d'entreprise, quoi. Je me suis dit mais voilà, tu peux bénéficier d'un dispositif démissionnaire, c'est super, quoi. Et j'ai plus aucune hésitation en fait à partir de là. Et ça c'est important quand même. Et Aurélie? Alors moi, j'ai été assez rapidement aussi accompagnée parce que quand j'ai fait un bilan de compétences, j'avais déjà le suivi. Et comme j'ai travaillé en banque, j'avais le réflexe d'ouvrir le projet pour avoir d'autres avis. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est lorsqu'on présente un projet soit à d'autres organismes, on a vraiment un avis extérieur sur l'efficacité de notre projet et donc la pertinence de le réaliser. Donc ça, c'est toujours intéressant. De toute façon, on est d'accord, tous les deux, vous avez créé après avoir démissionné. Oui, en démissionnaire. Il y a des salariés aujourd'hui qui souhaitent créer tout en conservant leur emploi, parfois pour des raisons un peu de sécurité ou parce que c'est s'y prête ou parce que, je ne sais pas, Ghislaine et Nathalie, est-ce que vous avez des gens comme ça qui viennent vous voir en vous disant j'aimerais créer sans forcément démissionner ou... Oui, alors c'est vrai que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, les personnes qui veulent créer une entreprise, alors évidemment quand ils sont au questionnement de départ, comme les Nicolas et Aurélie, en tout cas ont relaté ces différentes étapes, on les oriente vers des acteurs. Je veux dire, la BGE est quand même là pour soutenir les projets, les faire avancer, les structurer. Mais nous, on intervient et on met bien en garde que pour bénéficier de la protection des allocations chômage, suite à, le dispositif démissionnaire, il est évident qu'il ne faut pas démissionner avant. Sinon, effectivement, là, on ne peut plus du tout bénéficier de ce dispositif. Alors, peut-être Nathalie, sur les gens que tu reçois qui sont salariés mais qui hésitent, je garde mon emploi, je vais créer mon entreprise en même temps, est-ce que c'est courant, est-ce que c'est faisable, Alors, c'est faisable, ça renvoie toujours à la gestion du temps. Voilà, souvent, c'est une question de temps aussi. Comment on planifie son temps et même si on n'a pas envie, en rentrant chez soi le soir, de s'y coller, c'est comment je me suis engagée dans ma gestion du temps à le faire. Et puis, nous, ce qu'on peut conseiller, c'est sur les premières étapes de la création, c'est déjà de formaliser son idée. Ce que vous disiez, Nicolas, est très juste sur garantir aussi le soutien de la famille parce que c'est aussi un temps qu'on passe à ça et du coup, ce temps-là, on ne le passe pas à faire autre chose. Et puis, il y a un point fondamental sur lequel on note souvent qu'il y a une espèce on zappe un peu cette étape-là, c'est l'étude de marché. Donc, effectivement, il y a déjà toute cette phase de préparation avant même de s'occuper de son statut. C'est effectivement d'aller déjà formaliser son idée, de la tester. Et puis, quand on décide vraiment de s'engager, on peut aussi effectivement, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais souvent, moi, je dis, si vous n'êtes pas sûr que vous rendez un service, ça peut être aussi intéressant de le faire en parallèle, là aussi à ses heures perdues. Souvent, on dit la micro-entreprise, pour prendre une notion statutaire, c'est un statut hyper light dans lequel on ne s'installe pas pour tout le temps, mais c'est un bon statut pour tester son activité.
Mais c'est vrai que pour certains, la bascule, elle peut se faire progressivement. En tout cas, il y a une phase test qui peut être intéressante, mais qui nécessite déjà de consolider, de formaliser son idée et puis de la tester avec une étude de marché. On voit bien que de toute façon, peu importe la situation, vous êtes salarié, vous voulez créer en même temps, vous êtes salarié, mais vous voulez démissionner pour créer. Le plus important, c'est justement d'aller rencontrer des structures comme Catalyse, comme l'APEC ou comme d'autres, pour vraiment avoir les bons conseils au bon moment. C'est tout le temps des histoires aussi de temporalité, d'envie, de comment vous avez imaginé le projet, etc. Oui. Donc, c'est important que vous ayez une vision assez large de tout ce qui existe pour pas avoir de regrets après en disant, bah ouais, mince, si on m'avait dit, j'aurais fait autrement parce que j'aurais pu bénéficier de telle ou telle aide. Donc, si j'ai un conseil là maintenant à vous donner, c'est prenez contact avec des structures pour avoir une vision d'ensemble de tous les dispositifs qui existent. Et notamment, là, on a 2 questions sur le dispositif démissionnaire. Peut-être, alors, au lieu de demander à Guylaine et à Nathalie, j'aurais bien demandé à Aurélie et à Nicolas, c'est quoi pour vous le dispositif démissionnaire? On dit comment d'ailleurs, Guylaine, peut-être? On dit De démission reconversion pour démission, création ou reprise d'entreprise. Donc Aurélie, peut-être, je vois que la question vous fait Ça fait sourire, sourire. voire rire. Une experte. Non, moi, ce que ça m'évoque concrètement, donc, c'est de faire valider par une instance, donc l'instance transition, l'instance paritaire, de faire valider son projet. Ça permet donc d'avoir un avis favorable en fait sur la cohérence de son projet. Et ensuite seulement, on démissionne. Et le fait de démissionner ouvre les mêmes droits que s'il y avait une rupture conventionnelle. Et ça permet en fait de se lancer en ayant une sécurité derrière, puisqu'on peut percevoir les allocations chômage pendant les droits, en fait. Voilà. C'est un dispositif assez récent, Nathalie. Ouais, ça... Novembre 2019. 2000. Il y a peut-être un point important à préciser. Il y a des conditions d'éligibilité. Voilà, l'éligibilité, pour avoir 5 années d'activité en tant que salarié, ça veut dire avoir travaillé 1300 jours sur les 60 derniers mois. Alors, il y a une tolérance de 10 jours d'interruption entre 2 périodes travaillées, maxi sur ces 5 dernières années. Donc, il y a 2 manières de le vérifier. Soit il y a un site qui s'appelle démissionreconversion.gouv qui permet d'aller vérifier son éligibilité. Ou bien, il y a une autre solution aussi, c'est de contacter la plateforme de Pôle emploi, le 3949. Souvent, moi, je pousse aussi cette option-là, le service indemnisation, pour aller vérifier. C'est quand même hyper important. C'est la condition. Et je vais vous mettre le lien dans la barre de chat, mais est-ce que vous pouvez peut-être répondre à la question d'Antoine? Je vois qu'Estelle, elle avait tenté une réponse, mais est-ce que c'est ouvert aux agents du service public, ce dispositif-là? Alors, le dispositif démissionnaire est ouvert aux agents. Alors, il n'est pas ouvert aux fonctionnaires, agents des services publics, sauf ceux qui sont contractuels et qui ont un contrat de travail de droit privé. C'est ça. J'espère qu'on a répondu à la question d'Antoine. Je reviens un petit peu en arrière. Quand je vous dis, vous voyez, il faut vous renseigner auprès des structures. On parle de 10 jours Oui, voilà. Ça permet En fait, nous, quand on reçoit les personnes, on a quand même un premier rendez-vous qui est très long, qui est d'1h30, sur lequel on a largement le temps à la fois d'évoquer les démarches engagées par la personne sur son projet de création, de parler des acteurs qui entourent l'accompagnement, et de parler des dispositifs, de l'éligibilité. Ben, voilà. Des critères attendus dans la commission. Voilà. C'est à ça que l'on sert aussi en tant que. C'est à ça qu'on sert aussi, ouais. En plus, on a, en ce qui concerne Catalyse, pour répondre à la problématique d'accès aux services quand on travaille, on a des horaires d'ouverture plus larges. On peut recevoir les personnes le samedi matin et on a des horaires, un élargissement d'horaires le soir jusqu'à 19h ou un peu plus tard. Voilà, c'est important, les petites subtilités, les délais minimums. Et puis là, on parle d'un dispositif. Parfois, il y a aussi peut-être d'autres stratégies pour démissionner. La rupture conventionnelle qui est quand même assez connue et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître ce dispositif. Bon, l'abandon de poste. Mais c'est pareil, ce rendez-vous qu'on a, on balaye tout ça, c'est-à-dire qu'on apporte vraiment, avec les plus, les moins, les risques que l'on prend quand on prend une décision, de façon à ce que la personne soit toujours actrice un petit peu des décisions qu'elle prend et elle a au moins les informations pour réfléchir.
Je reviens sur la question sur la fonction publique, il y a aussi les mises les dispos qui sont faisables. Donc voilà, il y a plein de stratégies à aller imaginer et réfléchir, puis il faut aller les challenger avec des gens qui connaissent bien cet écosystème-là pour que vous ayez vraiment le choix le plus éclairé possible à la fin et de ne pas avoir de regrets sur tel ou tel choix. Aurélie, Nicolas, vous êtes passés tous les deux par la démission reconversion, c'est bon. Chef démissionnaire ou dispositif démissionnaire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution ou parce que vous vous êtes dit c'est un dispositif qui me va bien, je vais là-dessus ou comment vous avez abordé ce dispositif-là de votre côté? Moi je l'ai choisi parce que je trouvais qu'il permettait d'être dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on n'était pas dépendant justement d'une rupture conventionnelle ou de l'accord de son employeur. C'était la première chose. Et puis au final, moi j'ai été bien accompagné, donc je n'ai pas eu de souci avec ça. Et Aurélie? Moi, je savais de toute façon qu'une rupture conventionnelle dans le domaine bancaire est plutôt très rare. Donc, je trouvais que le dispositif comprenait bien. Puis, je trouvais qu'en plus, ça correspondait à la réalité, à dire une démission, puis reconversion. Donc, je voyais, c'était simple et logique. Parce que c'est qui décide de la démission au final? Peut-être Nathalie et Guylaine, vous pouvez nous dire? Moi, c'est vrai que quand je reçois une personne qui est salariée, j'évoque tout le temps la rupture conventionnelle en disant est-ce que vous l'avez tenté? Parce qu'effectivement, la différence qu'il y a entre la rupture conventionnelle et le dispositif démissionnaire, certes, on a l'accès à Pôle emploi et les allocations qui vont avec, mais effectivement, dans la rupture conventionnelle, il y a quand même des indemnités de départ qu'on n'a pas quand on démissionne. Ça reste une démission, donc on part comme une démission sèche. La différence, elle est quand même importante, c'est qu'effectivement, dans la démission sèche, on n'a pas l'accès à Pôle emploi normalement, alors qu'effectivement, avec le dispositif démissionnaire, on trouve des allocations. Voilà. Mais il y a quand même une différence en termes d'indemnités qui sont calculées en fonction de l'ancienneté. Donc je pousse toujours les personnes, même si elles disent « oui, mais dans mon entreprise, on ne me l'accordera pas », tentez-la. Vous n'avez rien à perdre. Par contre, on est bien d'accord, la démission reconversion, l'employeur, déjà, est-ce qu'il est au courant? Et deux, est-ce qu'il peut s'y opposer? Non. Mais c'est une démission. Ça reste une démission. Non, mais c'est bien de ça reste une démission de toute façon. Elle est couverte. En fait, la démission, au travers de la commission paritaire de transition pro, permet à la personne qui va procéder ainsi d'obtenir les allocations chômage à la suite. Mais ça reste une démission, c'est vrai. Oui. Du coup, l'employeur, il n'est pas au courant. Vous devez faire votre préavis, mais je dirais que ça, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec ce que dit Nathalie. C'est vrai que souvent, les ruptures, les gens nous disent « Oh non, les ruptures, ça ne va pas être accepté. » Mais la grande différence, c'est que quand tu as quelques années derrière toi de salariat dans une entreprise, l'indemnité de licenciement, ma foi, est quand même la bienvenue quand on veut créer son entreprise. Le dispositif démissionnaire pour création ou reprise d'entreprise reste un dispositif de recours lorsque, effectivement, les portes se ferment et qu'on a envie de bénéficier de cette protection des allocations pour lancer. Après, la démission reconversion, alors ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est, mais parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir un échange avec son employeur, parce que même s'il s'oppose à la rupture conventionnelle, parfois, vous avez dans les grands groupes, notamment des aides à la création. Donc, je ne sais pas, Aurélie, s'il y avait ça dans votre groupe bancaire, mais je sais que parfois, dans certains grands groupes bancaires, il y a des aides financières quand vous voulez créer votre entreprise. Donc, des fois, ça vaut le coup aussi de se rapprocher de son employeur quand on a un bon dialogue avec lui et que ça se passe bien, d'avoir de l'échange aussi là-dessus. Alors, ce n'est pas toujours facile et ça ne s'y prête pas toujours, mais voilà. Ne pas oublier aussi que parfois, l'employeur, même s'il est entre guillemets contre les ruptures conventionnelles, en tout cas ne souhaite pas les mettre en place, peut-être que même malgré une démission en reconversion, il y a peut-être quand même des aides à aller chercher auprès de son employeur. Donc, à vérifier quand même à la marge. J'avais deux questions peut-être assez rapides. C'est Aïcha qui nous demandait, elle est contractuelle en CDD. Est-ce que c'est possible? Parce que vous avez répondu tout à l'heure sur la fonction publique, oui, si contractuelle. Donc, je vois Guylaine qui insigne la main. Donc, j'imagine que ça dépend du nombre de la durée. En fait, Aïcha, excuse-moi Mathieu, Aïcha va pouvoir opter pour le dispositif démissionnaire si dans les 5 dernières années, elle a suffisamment, comme l'a raconté tout à l'heure Nathalie, l'expérience chez un ou plusieurs employeurs. Le CDD n'est pas rédhibitoire.
il peut rendre éligible. Mais tout dépend de la coupure qu'on a entre chaque CDD. Si on a plusieurs mois d'allocation chômage ou pas, ça peut être, voilà. Et je vais répondre alors, j'espère qu'on a bien répondu à la question d'Aïcha. Aïcha, n'hésitez pas à nous préciser si on n'a pas répondu exactement. J'ai mis dans l'onglet chat le site de démission reconversion pour si vous souhaitez creuser un petit peu. Juste sur la question d'Olivier qui nous demandait l'opportunité d'avoir un emploi à mi-temps et puis une activité indépendante. Là, je vais prendre ma casquette de conseiller à la créa. En fait, oui et non, ça dépend. Est-ce que l'activité s'y prête bien? Il faudrait creuser la question. Il y a des gens qui le font, donc c'est faisable. Après, il faut voir dans la pratique si c'est faisable à court terme, à moyen terme, à long terme. Peut-être que sur un démarrage d'activité, c'est faisable parce que vous n'êtes peut-être pas encore une activité, on va dire, qui est trop, qui prend trop de place pour cumuler les deux. Peut-être qu'à mesure que vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que les deux ne sont pas tenables. Une journée, c'est 24 heures. Hein, il faut quand même dormir un petit peu. Donc, il faut aussi prendre du temps pour se reposer. Donc, c'est vous qui allez voir si l'équilibre il est faisable en pratiquant. Je ne sais pas vous, Aurélie, Nicolas, si vous aviez eu à un moment donné cette idée-là de se dire, tiens, je vais quand même garder mon emploi, puis je vais me mettre à mi-temps, puis je vais avoir une activité indépendante à côté. Alors, Nicolas, c'est dans la même activité, donc peut-être. Ouais, ça aurait été compliqué. J'aurais été à la fois mon propre concurrent et ouais, ça aurait été pas possible, quoi. Mais Aurélie, c'est peut-être plus faisable dans le milieu bancaire, demander un temps partiel. Oui, je pense que ce serait compliqué d'avoir, par rapport à mon activité, moi j'étais directrice d'agence et je ne pense pas que ce soit faisable à mi-temps. Sinon, l'idée, lorsque ça s'y prête, est bien parce que ça permet de tester son activité tout en ayant une sécurité derrière. Je ne connais plus le terme exact en anglais, mais je crois qu'on appelle ça les slashers. C'est les gens qui vont avoir une activité indépendante, qui vont faire de l'intérim, qui vont être salariés à mi-temps. Qui vont être dans une entreprise de portage salarial. Donc aujourd'hui, il n'y a pas. Après, ça complexifie peut-être les déclarations d'impôts en fin d'année. Ouais. Mais sinon, en vrai, il y a pas. C'est pas une réponse binaire qu'on peut vous apporter, Olivier. C'est pas oui ou non. Tout va dépendre un peu de comment vous envisagez les choses, comment vous avez réfléchi à votre projet et comment ça se goupille bien. Le risque, c'est que par exemple, peut-être que vous allez avoir des rendez-vous avec des prospects qui tombent tout le temps les jours où vous travaillez, ou voilà, ça peut avoir des contraintes de temps. Il faut, je pense, être très bien organisé pour vraiment optimiser ces deux emplois entre guillemets. Je me permets, Mathieu, je vois, parce que il s'avère que je vois la question de Marion qui dit « Je suis en congé maternité, puis je démissionnais ». Je voulais simplement préciser par rapport à l'éligibilité que le congé parental, le congé maternité, l'arrêt maladie ne sont pas, comment dirais-je, des critères qui ne rendent pas éligibles au dispositif démissionnaire. Une personne, là, dans le cas de Marion, elle est en congé maternité, elle a le droit de demander ce Voilà, exactement. Le point, c'est les congés sabbatiques et les congés sans solde qui sont exclusifs. Eux sont exclusifs. Exclus du dispositif. Ouais. Et la rupture conventionnelle, on peut demander une rupture quand on est en congé maternité? Je pense qu'on peut demander une rupture. Je vois pas trop l'intérêt, mais oui. Je vois pas trop l'intérêt pour demander à son retour. C'est plutôt au retour. Ouais, voilà. Par contre, à son retour, oui, demander une rupture. Mais pendant le congé maternité, je vois pas trop l'intérêt pour Marion. Parce qu'elle bénéficie de la couverture jusqu'au bout, ça me paraît. Je relis un peu mes questions. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour, en tout cas, de celles posées par nos participants aujourd'hui. Ah oui, alors comment ça se passe, Aurélie ou Nicolas, le jour J? Comment ça se passe concrètement? C'est un dossier facile? C'est comment vous avez le dossier CEP légitime quand on rentre sur la partie administrative, on va dire. Comment vous avez vécu la chose entre guillemets? Vous parlez du dossier CEP? Ça du dossier, ouais. Comment, entre le moment où vous avez rencontré Catalyst et là aujourd'hui, comment se sont passés les. Est-ce que ça a été pour vous, je sais pas, on parle souvent de parcours du combattant dans pas mal de dossiers administratifs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est assez bien drivé? Comment vous avez vécu? Non, parce que ça dépend un peu du projet, comment on l'a mûri. Je pense que c'est plus facile à faire quand le projet il est déjà un petit peu travaillé, quoi.
C'est une question de temps, hein. C'est vrai que moi, finalement, j'y ai pas forcément passé plus que quelques jours de réflexion, mais c'est pris sur du temps où on travaille ou sur du temps de famille. Et c'est vrai que ça rend la chose un petit peu moins facile à faire. Mais moi, j'ai pas trouvé ça difficile. On est bien accompagné. C'est Nathalie Chatriot qui m'avait accompagné là-dessus. Et non, pas de difficulté, faut pas avoir peur de ça, quoi. Et concrètement, alors peut-être Aurélie, qu'est-ce que vous fournissez comme document? Qu'est-ce qui permet à cette fameuse commission de dire allez, on y va, Aurélie a peu démissionné, se lancer Alors, les questions sont vraiment logiques et pertinentes puisqu'on doit se présenter, quelles sont les compétences que l'on a acquises, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, et puis expliquer qu'est-ce qu'on va apporter en fait, qu'est-ce que notre entreprise va apporter. Et voilà, c'est vraiment expliquer notre projet et après on s'appuie sur un prévisionnel validé par un expert comptable pour finaliser. Mais ça reste en fait du bon sens, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble des paramètres qui vont permettre que notre activité soit rentable et pérenne. Et il faut l'accord bancaire s'il y a un C'est un emprunt. crédit. Ouais. Le document est assez bien guidé, hein. Il est pas, c'est pas une page blanche, quoi. C'est souvent, c'est un petit peu orienté, quoi. Il y a pas de, il y a pas de comment, Pas de surprise. il y a pas de surprise, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Les questions sont claires, quoi. Et puis elles sont même un peu plus que claires. Elles sont presque explicitées, quoi. Voilà. Après, ça reste un dossier assez simple. L'idée, c'est de le rédiger de manière, souvent moi je dis, simple, factuelle, précise, considérant que la commission qui va statuer du caractère réel et sérieux du projet, c'est une commission qui est constituée, je dis souvent, de personnes comme nous tous ici, c'est-à-dire, comme c'est paritaire, c'est une commission paritaire interprofessionnelle régionale, ça s'appelle la CEPIR. Ce sont des personnes qui sont des salariés mandatés par les syndicats salariés qu'on connaît et des chefs d'entreprise mandatés par les syndicats patronaux qu'on connaît. Donc, eux, ils vont statuer. Je dis souvent, ils n'entendent pas les personnes qui ont écrit le dossier. Ils ne les voient pas. Le dossier, il est anonymé quand vous passez en commission. Et donc, l'idée, c'est que ce soit suffisamment accessible pour tout le monde. Et là aussi, l'opérateur CEP sert à ça, à garantir que c'est suffisamment simple, suffisamment argumenté. Voilà, donc pour revenir aussi sur les critères, hein, il y a vraiment 3 critères considérés pour apprécier le caractère réel et sérieux du dossier. Le premier, ce sont les perspectives d'activité, avec l'analyse globale du marché, les clients, la concurrence. La partie financière, ce que disait très bien Guylaine tout de suite, c'est si vous empruntez, il faut un accord de banque, nécessairement aussi un prévisionnel à 3 ans. Et puis après, effectivement, de préciser que les notions statutaires, les moyens techniques, humains dont vous aurez besoin pour vous lancer. Voilà, ce sont vraiment les 3 critères qui vont permettre à la commission de se prononcer sur le caractère réel et sérieux et d'accepter un OK. Voilà. Et vous, Aurélie et Nicolas, vous avez été aidés un peu dans la complétude du dossier, alors sur l'aspect peut-être prévisionnel, business plan. J'ai pu entendre Nicolas en introduction parler d'expert comptable sur les premiers mots que vous aviez énoncés lors du webinaire. Et Oui, il aide surtout à poser les chiffres, en fait, l'expert comptable, à formaliser quelque chose dont on a déjà une petite idée, hein. De toute façon, on sait qu'il y a des investissements à réaliser, qu'il y aura des coûts de fonctionnement, mais c'est vrai que les évaluer, les mettre tous ensemble, il faut un petit peu d'aide, je pense, quand on n'est pas de la partie pour faire ça, quoi. Et Aurélie? Alors moi, j'ai créé ma société, mais c'était via une licence de marque. Donc, un petit peu le principe d'une franchise, mais en allégé. Donc, en fait, j'ai la licence de marque, donc qui est des projets. La personne qui a créé la licence de marque m'a aidé dans le prévisionnel et j'ai pu m'appuyer déjà sur un exemple. Donc, c'est facilité par rapport à une création pure. Je vous pose la question parce qu'il y a peut-être des gens là aujourd'hui qui sont, oui, remplir un dossier administratif, ça peut être faisable, assez simple, notamment quand il est très guidé et très explicite, comme Nicolas nous le disait. Après, sur les éléments à fournir, il ne faut pas vous inquiéter aussi. Les structures comme Catalyst ou l'APEC, elles savent aussi à un moment donné vous orienter, vous dire bon, bah là, c'est plus de notre ressort.
mais vous avez des cabinets d'expertise comptable qui peuvent faire ce travail-là, des structures comme la BGE qui peuvent également vous accompagner. Donc, allez voir les structures comme l'APEC, comme Catalyst ou comme d'autres, parce que vous êtes plusieurs aussi à procéder à ce dispositif-là, mais vous inquiétez pas sur la partie business plan, sur la rédaction du business plan, sur les premiers chiffres. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces éléments-là, il y aura une aide qui sera trouvée à un moment donné pour vous aider à compléter cette partie-là. Et j'ai envie de dire, c'est même important parce que c'est ça demain qui va faire que l'entreprise, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. C'est d'avoir un prévisionnel, un business plan le construit de manière la plus fine possible. Et j'avais juste une question, du coup, Aurélie, Nicolas, vous avez eu la démission légitime? Vous avez créé le lendemain ou comment vous avez créé dans la foulée? Comment ça s'est passé la suite? Parce qu'entre le moment où on dit c'est bon, on peut démissionner et le moment où on crée, comment ça se passe? Alors, moi j'ai démissionné le lendemain ou quelques jours après. Et puis la création, elle a pris un petit peu plus de temps, mais dans le courant de ma période de préavis, j'ai pris le temps un petit peu de déposer mes statuts, d'avoir un d'être immatriculé, et puis d'acquérir un petit peu les quelques investissements dont j'avais besoin, quoi, et puis de prendre conseil auprès des gens, encore une fois. C'est vraiment indispensable. Moi aussi, j'ai été très impatiente, donc dès que j'ai pu, j'ai lancé le process. C'est vrai qu'entre le moment où on se dit qu'on va créer, quand c'est une société, et le moment où on peut vraiment démarrer, il y a quand même ça peut être 15 jours, 3 semaines, donc ça ne démarre pas comme ça assez rapidement. Est-ce que vous pensez que le dispositif, justement, il vous a aidé un peu à bien structurer le projet, à démarrer au final, pas si tardivement que ça après la démission, parce que vous avez commencé quand même assez rapidement. Je pense aux gens qui sont plutôt sur de la rupture conventionnelle, qui se disent je suis en poste, quelque part, je veux quitter mon boulot assez rapidement, et qui du coup se mettent vraiment à travailler sur leur projet, souvent après la rupture. Donc, ils prennent souvent plusieurs mois à faire le travail qu'ils auraient pu peut-être faire parce que la démission reconversion exige un formalisme assez important et du coup, vous force à travailler bien avant la démission sur votre projet. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce dispositif-là, vous auriez démissionné et ensuite travaillé votre projet, ou est-ce que vous pensez que ça vous a fait gagner du temps, en fait, quelque part? Moi, oui, je pense que ça fait gagner. Ça aide à se poser peut-être plus vite les questions, en fait, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'imagine pas avoir, enfin, on s'en doute bien, mais ça permet d'aller chercher les bons intervenants et en tout cas pour ce qui est du prévisionnel financier puis du business plan, oui, c'est la base. Moi, c'est ce qui m'a fait dire voilà, c'est bon, c'est possible. Ça m'a rassuré. Quand on a, en plus, c'est vrai que quand on a l'accord, en plus, on se dit bon voilà, je suis crédible, ils me font confiance, quoi, tout simplement. Et c'est valable ça à chaque fois qu'on sollicite un accord, et quand on l'obtient, on se dit bon allez, ça a l'air de tenir la route, mon affaire là. Et Aurélie? Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense qu'il ne faut pas démissionner pour démissionner. Moi, par exemple, si j'ai démissionné pour créer, c'est parce qu'il y avait ce projet-là derrière. Donc, je ne pense pas que j'aurais démissionné et cherché une idée d'entreprise après. Je vous posez la question parce que souvent, on a l'impression que c'est des dossiers assez longs, qu'il y a des temps d'attente. Mais en même temps, on remarque aussi parce que la rupture conventionnelle peut paraître plus facile, mais du coup, elle a un formalisme en lien avec la création d'entreprise qui est quasi inexistant. Il n'y a pas de lien avec un projet de création. Et du coup, dans la pratique, on observe beaucoup de gens qui vont vers la rupture conventionnelle, qui au final ont très peu travaillé en amont de leur projet, et se retrouvent donc indemnisés dans le cadre du chômage, donc très bien, avec une prime de départ, entre guillemets, j'ai plus le nom exact. Mais du coup, commence presque sur une feuille blanche, alors que la démission reconversion vous impose un formalisme qui est beaucoup plus rigoureux. Oui, c'est ça. Et du coup, vous force, entre guillemets, à bosser sur votre projet de création d'entreprise bien avant de vous retrouver au chômage et du coup de lancer par la suite. Mais même au-delà du dossier, elle pousse aussi à présenter son projet à d'autres personnes. Et là, tout de suite, on a un regard. On a soit des grands yeux, soit des gens qui applaudissent, bon, voilà, ou entre les deux. Et ça, c'est intéressant. Après, moi, j'allais dire, le projet de création d'entreprise, il n'est pas au moment de l'envie de démission. Voilà, il est beaucoup plus long. Moi, je pense que ça fait peut-être 1 an, voire 2 ans que j'ai une petite idée qui germe petit à petit, quoi. Et ben voilà, de fil en aiguille, en fait, on aboutit à cette démarche de démission reconversion. Mais
mais elle n'est pas là ou autour de cette période-là. Elle naît bien avant, quoi. C'est un projet qui est plus ancien. Et à l'inverse, on a des personnes qui se lancent dans la rédaction d'un projet, puis qui se rendent compte, parce que l'idée, elle était comme ça dans leur tête, à la formaliser, se rendre compte que ça ne tient pas. Économiquement, Ah voilà, oui. donc renonce. Voilà. Donc, c'est peut-être le bien fondé aussi. Souvent, je dis c'est un mal pour un bien, ce C'est dossier. une bonne chose. Hein. Quand on l'expose, là, il faut que je rédige tout ça, ça va être compliqué. Ben oui, mais c'est vrai ce que tu Très dis, bien. Nathalie. Mais effectivement, d'autres disent, bah oui, effectivement, je mesure que c'était une chouette idée dans ma tête, mais quand je la pose sur le papier, ça ne tient pas. Ah ben, complètement. Hein. Mais ça oblige, hein, comme dit Nicolas, ça oblige à la rédaction. Et la rédaction permet de poser les choses et de les structurer aussi. Parce que autrement, ça reste, moi je dis tant que ça reste de l'oral. Absolument. Et quand on a un refus de la commission, c'est un refus catégorique, Il y a un c'est-à-dire que c'est recours. fini ou On peut faire un recours. Ok. Un recours. Donc, quand il y a un refus, la commission, d'abord, c'est intéressant de savoir que le retour, il vient soit le lendemain, donc c'est en général les jeudis, il y en avait une hier, donc c'est souvent le 3e jeudi du mois. Toutes les dates sont sur le site de Transition Pro. Donc on sait quand sont les commissions, mais c'est le 3e jeudi du mois. La commission rend réponse soit le lendemain, soit le lundi, et en général motive le refus. Donc, on a une possibilité de faire un recours le mois suivant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 100% des recours, Guylaine, vous me direz si je me trompe, mais pour moi, 100% des recours, de ce que j'ai entendu, des retours de Transition Pro-Bretagne, 100% des recours sont acceptés aujourd'hui. Les gens qui font la démarche avec le motif qui va bien sont acceptés à la commission suivante. Donc, c'est plutôt bien, plutôt rassurant. C'est vrai qu'il y a des, par contre, il y a des impératifs. L'impératif, c'est d'avoir un prévisionnel qui est validé par un expert et un accord bancaire s'il y a un quelconque prêt. Ça, c'est indiscutable pour la commission. Alors, je crois que nous, on en valide des prévisionnels. C'est expert, structure d'accompagnement, ça passe. Une CCI ou une BGE peut certifier. Un comptable, expert comptable. Il me semblait que nous, même les structures d'accompagnement, ce n'est pas suffisant? Non. Ah, d'accord. Je pensais qu'on c'est un comptable ou un expert comptable. Non, c'est un cabinet comptable. On peut peut-être préciser que ça a un certain coût. Bien sûr, sur le coût de la création, c'est pas gigantesque, mais c'est vrai qu'au départ, on finance sur ses fonds propres. C'est quelques centaines d'euros, voire 1000 euros, quoi. On va dire ça à peu près environ, je pense, un prévisionnel. Alors, je ne sais pas s'il y a des formules moins chères, mais en tout cas, c'est Il y a un site, moi, souvent, je conduis sur le site qui s'appelle businessstory.biz, qui est un site qui permet de géolocaliser un expert comptable pour bénéficier de 3 rendez-vous gratuits. Et dans ces 3 rendez-vous gratuits, alors l'idée, ça pourrait être ça, d'ailleurs, ça pourrait être de s'adresser à la BGE pour faire son prévisionnel et puis d'aller le soumettre à un expert dans le cadre de ces 3 rendez-vous gratuits. D'alléger la note, entre guillemets. Après, pour les personnes qui vont plutôt s'installer sur une activité sous un statut juridique de type SARL ou SAS, normalement, vous allez avoir besoin d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, il y a toujours moyen de challenger les cabinets comptables en leur disant, bon, ben, voilà, je vais sûrement devenir client. Donc, ça se fait assez couramment. Les experts comptables. Sous condition qu'on souscrive une offre, souvent ils offrent ou en tout cas ils font une réduction effectivement sur le prévisionnel. Et nous, on va militer en interne pour que le business plan qu'on fait soit reconnu. On va militer auprès des commissions. On va aller déposer un dossier. Mais en tout cas, le businessstory.biz, ça fonctionne très bien et c'est un peu dans l'esprit pour les experts comptables finalement, ces rendez-vous gratuits le sont, mais derrière, évidemment, la finalité, c'est d'ouvrir à de nouveaux clients pour eux. Et Aurélie, Nicolas, Inextenso, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ils étaient venus vers nous pour se présenter. Alors, ils proposent premier rendez-vous gratuit, deuxième. Ils font des webinaires aussi, d'ailleurs, sur différentes thématiques. Et voilà, ça permet d'avoir un œil, comme dit Nathalie au départ, mais souvent, bon, voilà, c'est aussi une façon pour eux, ils ne sont pas philanthropes, d'ouvrir d'autres possibilités si vous n'avez pas de cabinet comptable, voilà. Je vois juste le temps filer, j'avais des dernières questions, puis n'hésitez pas si vous avez aussi des questions encore pour Aurélie, Guylaine, ou Nathalie ou Nicolas, n'hésitez pas à les poser. Vous aviez eu l'info facilement de ce dispositif-là?
c'est quelque chose où c'était un peu un travail de fourmi pour tomber sur le dispositif, ou c'est quelque chose qui vous est apparu assez facilement au final Alors Moi, Aurélie, ça m'a apparu assez facilement sur Internet, en fait, en retrouvant, en regardant, c'est assez visible, Ouais. de mon point de vue. Et Nicolas? Moi, j'ai cherché un petit peu, c'est aussi par des recherches personnelles que j'ai pu trouver, en tout cas, le dispositif qui me convenait, parce que je pense qu'il y en a peut-être d'autres, effectivement. Mais par contre, c'est vrai qu'en entreprise ou dans le monde professionnel, c'est très peu connu, et même entre salariés, on en parle assez peu. Au final, c'est vrai que c'est des projets C'est qu'on souvent, diffuse. c'est souvent les échos qu'on a, c'est que les salariés qui ont, comme vous, ont franchi le pas, nous disent c'est un super dispositif, mais qui est trop peu connu en fait aujourd'hui et qui mériterait de l'être un peu plus. Quoi. Il y a En fait, peut-être c'est un peu. Ouais, il y a peut-être des structures dans lesquelles c'est plus connu, mais je sais que moi je viens d'une petite entreprise et c'était pas du tout diffusé. Alors après, je comprends, hein, faut faire tourner l'entreprise, il faut pas demander aux salariés de partir, ça paraît un peu logique, hein. Donc Ah, mais voilà, des fois, garder des salariés qui ont envie de partir, c'est pas non plus très efficace. Hein, donc, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ce que dit Nicolas, moi, pour en assurer un peu la promotion, c'est vrai que les RH, le dispositif démissionnaire, bon, bah voilà quoi. Surtout à l'heure actuelle. alors, c'est vrai que c'est en fonction des tailles des structures. Peut-être qu'en milieu bancaire, il y a peut-être des cellules en interne au service RH qui. Non? Alors, non, je ne pense pas que le service RH accompagne particulièrement, même pas du tout, mais c'est plus quand on fait soi-même les recherches sur Internet, en fait, on trouve. Oui, ou nous, à l'APEC, des gens parce qu'on accompagne des salariés et des demandeurs d'emploi, des personnes qui viennent comme ça à nous avec l'envie justement de créer et qui découvrent le dispositif. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de pousser la porte de structure parce qu'on apprend aussi, ça permet de découvrir des dispositifs accessibles. On arrive un peu. Excuse-moi, Mathieu, pour l'information de tous, les rendez-vous se font tout aussi, je dirais, efficacement par téléphone, en visio et présentiel. On n'est pas obligé de se déplacer pour nous atteindre. C'est ça. Donc, voilà. Absolument. Peut-être on arrive à la fin. Est-ce que Nicolas, Aurélie, si vous voulez nous dire un dernier mot, un peu une conclusion du webinaire, est-ce que ça vous tente de conclure? Aurélie? Merci, difficile. Je viens de mettre vos coordonnées à chacun là pour les gens qui sont présents, qui regarderaient le webinaire en replay. Vous avez les coordonnées de chacun, donc pas hésiter à nous contacter. Et puis je vous mets aussi dans la partie chat le lien vers les prochains webinaires qui aura lieu à partir de septembre. Je crois que c'est septembre, novembre et décembre. Très bien. Donc, Aurélie. Moi, juste un petit mot pour conclure. Je pense que c'est une formidable aventure de créer son entreprise, même si on quitte, entre guillemets, un petit peu le confort ou au moins le confort d'être salarié. Et vraiment le grand conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à rencontrer un maximum de personnes et de parler de son projet. Même si au début, c'est un petit peu son bébé, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Mais c'est important d'avoir des avis et puis d'être au maximum accompagné pour réussir. Voilà. Nicolas? Oui, voilà, moi je pense que ça paraît difficile, mais finalement, en fait, les choses viennent un petit peu toutes seules lorsqu'on s'est bien préparé, qu'on a bien pensé son projet. Je crois que ça devient facile. Il faut accepter cette prise de risque, il faut accepter un petit peu, comme disait Aurélie, hein, de perdre sa situation de salarié, et puis voilà, avoir une autre façon de fonctionner. C'est très agréable. C'est vrai que voilà, c'est en plus très gratifiant si je peux donner un ressenti un petit peu là-dessus, quoi. Voilà. Je reviens je conclurai du coup, si je parle là aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Le lien que vous allez recevoir pour le replay, vous pouvez le diffuser. Ça veut dire que les gens, ils ont juste à s'inscrire pour regarder le replay. Nous, on va le mettre sur notre page BGE Bretagne sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi le diffuser. Je pense qu'il sera disponible à partir de la semaine prochaine. On parlait de dispositifs super, mais peut-être pas assez connus aujourd'hui. Donc, pas hésiter aussi à le diffuser autour de vous, en tout cas aux gens que vous pensez intéressés par ce dispositif-là. En tout cas, je vous remercie aujourd'hui donc à Guylaine, Nathalie, Estelle, ma collègue là, du 22, et bien évidemment à nos deux invités témoins chefs d'entreprise, Aurélie et Nicolas. Vous avez leurs coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec eux pour échanger
c'est par là aussi parfois que ça démarre, donc de prendre contact avec des chefs d'entreprise pour peut-être échanger de manière un peu plus précise sur peut-être des questions que vous n'auriez peut-être pas osé poser aujourd'hui. Donc, pas hésiter, voilà, il y a leurs coordonnées, vous pouvez prendre contact avec eux sans problème. Et oui, Mathieu, il y aura le début du replay quand vous recevrez le lien. Donc, une question de Mathieu là sur la partie chat. Merci beaucoup tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à bientôt. Merci. Tout le monde. Bon courage à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.